Salut Arnaud, Salut Thomas, merci beaucoup de ton invitation. avec grand plaisir. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast Investir Simple parce qu'on va parler d'un type d'investissement dont je n'ai absolument jamais parlé et dont je ne connais absolument rien. Donc je vais, une fois n'est pas coutume, me mettre en mode newbie et donc je suis trop content d'être là avec toi. Est-ce que pour commencer, avant qu'on développe, tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens? Moi j'ai 38 ans, je m'appelle Arnaud Dubois, je suis né à Djibouti, j'ai grandi en Afrique de l'Est jusqu'à l'âge de mes 18 ans. J'ai fait des études d'histoire de l'art, de marché de l'art et de gestion de patrimoine. Ça m'a passionné, surtout l'histoire de l'art, qui m'a permis de connaître la valeur des œuvres, une valeur artistique. Le marché de l'art, une valeur qui est financière, et la gestion de patrimoine, replacer les œuvres d'art dans le patrimoine global d'un client. Ça me passionnait toute cette histoire, mais qui sont les mêmes que on pourrait poser pour les questions qui pourraient être posées nos auditeurs. C'est d'abord comment se forme la valeur dans ce marché. Qu'est-ce qui nous fait dire que cette œuvre vaut tant plutôt qu'elle vaut plus que celle-ci? Quels sont les critères objectifs de la formation de la valeur? Et moi, ça m'a toujours fasciné. Cette question de la valorisation, et pas que financière, hein, clairement pas, je ne suis pas cynique, mais cette valorisation artistique, et puis quel est le message que les œuvres d'art portaient. Je te disais que j'étais né à Djibouti. Alors, Et à Djibouti, je suis pas très bon en géographie. Djibouti, c'est un petit pays d'Afrique de l'Est qui est. C'est le pays, oui, je pensais que c'était une capitale d'un pays, mais non. Alors, c'est une capitale, c'est une capitale, c'est comme Luxembourg. Oui, qui porte exactement. le nom de la ville, la capitale et le nom du pays. Et qui se retrouve entre l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Donc, il y a des très beaux fonds marins, mais il y a un patrimoine culturel, historique qui est un petit peu moins dense. Qu'on pourrait l'avoir en France, par exemple. Et c'est toujours curieux, quelqu'un qui n'est pas né en France, qui s'interroge de savoir d'où il vient et ce qu'il est. Et une des meilleures façons de répondre à cette question a été de m'intéresser aux œuvres, aux objets qui ont façonné l'histoire de ma civilisation, de notre civilisation. Et c'est aussi ça qu'on découvre, c'est que c'est une civilisation qui, du coup, qui est humaine, qui est très globale. Et il y a quelque chose dans les œuvres d'art comme ça de très transcendantal auquel on ne s'y attend pas. Et puis quand on les rencontre, elles nous absorbent et ça devient l'histoire d'une vie. Ok. Donc du coup, né à Djibouti, tu es arrivé en France à quel âge? 18 ans. 18 ans. Tu as fait des études d'histoire de l'art? Ouais, un master France, en histoire de l'art, en marché de l'art et en gestion Ok. de patrimoine. J'ai fondé une société de conseil en achat-vente d'œuvres d'art, donc une Ok. activité d'advisory où j'ai conseillé des clients dans l'achat et la vente de leurs œuvres pendant un petit peu plus d'une dizaine d'années. Et puis en 2023, on a fondé avec mon associé François Carbone une autre société, dont on parlera peut-être ce soir aujourd'hui un petit peu, qui s'appelle Matisse. Qui est une société d'investissement spécialisée dans le marché de l'art et probablement le leader français et j'espère bientôt le leader européen. Trop bien. Alors, du coup, background très clairement axé art et aussi tu as... Et un peu finance. Voilà, et tu as aussi un background finance. Et une très bonne association avec mon associé qui, lui, pour le coup, est un financier beaucoup plus... Finalement, tu as mixé tes deux passions avec Mathis. Oui. Okay. Oui. L'enjeu de Matisse, elle est de donner la possibilité d'avoir accès à une nouvelle classe d'actifs auxquels des particuliers n'ont jamais eu la possibilité d'avoir accès. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il est compliqué d'investir dans ce marché. Et c'est pour une assez bonne raison, c'est que c'est un marché qui nécessite de l'expertise, du réseau. Finalement. Voilà, ouais. L'expertise, du réseau et des moyens financiers qui sont extrêmement importants. Alors, on en reparlera plus tard, mais on peut acheter avec pas grand-chose. 78% des œuvres dans ce marché s'échangent à moins de $1000. Sauf que si on veut être sur un asset un peu solide qui serait potentiellement rémunérateur, prendre le moins de risques possible, c'est un peu comme plein d'assets. Il faut être sur des sociétés cotées, des sociétés valorisées, de l'immobilier, si tu veux, qui va être important et depuis longtemps, un peu prestigieux. Le marché de l'art, c'est un peu la même chose. Il faut acheter Warhol. Voilà, je caricature, mais ça devient... faut acheter Warhol, faut acheter Calder. C'est des artistes sur lesquels il y a des grands volumes transactionnels. C'est des artistes qui ont façonné l'histoire des formes et l'histoire de l'art du XXe siècle, sur lequel il y a beaucoup de transactions, des transactions qui se sont opérées depuis longtemps. Hein. Regarde Picasso, on n'a plus... il y a des œuvres déjà à la fin du 19e siècle. Donc c'est un marché qui a plus de 120 ans. Donc c'est des marchés qui sont très anciens.
On Et a on- quand même pas mal de retours d'expérience finalement sur un marché. Énorme, Ouais. énorme, Finalement, énorme. si on compare à la crypto, au final, vous êtes des dinosaures par rapport à. Alors c'est très marrant parce que hier alors c'est pas ça, c'est que si on compare à la crypto c'est un marché qui se compte en secondes et Ouais, le qui est marché très, très de l'art c'est un volatile marché aussi. qui se compte en années. Enfin, Mhm. il existe des œuvres d'art avant l'histoire de l'écriture. Ouais. Donc c'est des marchés c'est des marchés, on échange des œuvres d'art depuis des milliers d'années. Mhm. Oui, bien sûr. Donc c'est intéressant parce que tu vois, quand on parle d'investissement, généralement, on se dit il y a l'immobilier, c'est là depuis toujours, on loge des gens. La bourse, ça existe depuis 200 ans, c'est ultra solide, machin. En fait, l'art, c'est comme l'immobilier finalement. Enfin, c'est aussi vieux, quoi. Alors, c'est un marché qui est peut-être aussi vieux que l'immobilier, sans blague. Il y a quelque chose comme ça. Euh, il y a quelque chose qui est fascinant quand on regarde les aspects de cette activité. Alors, le marché de l'art, c'est comme parler du marché de l'immobilier. C'est-à-dire que ça veut tout dire et rien dire. Le marché de l'immobilier à Paris, haut de gamme, c'est pas celui que le marché de l'immobilier Dans à une petite Taïwan ville, ou à Tokyo, etc., etc. Donc, nous, la spécialité qui est la nôtre, c'est d'étudier des tickets de loto gagnants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on regardait les hôtels particuliers le marché des hôtels particuliers des grandes villes mondialisées. Voilà. Ça reviendrait à peu près à ça. Si on regarde le marché de l'art de manière mondiale, je te disais tout à l'heure, il y a moins de 78% des œuvres, il y a plus de 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1 000 $, ce qui en fait un marché qui est extrêmement démocratique, qui est beaucoup plus accessible que les gens ne le pensent, mais c'est un marché qui peut peser 3 fois rien en termes de valeur dans un marché de l'art mondial. Par contre, les pièces entre 500 000 et 10 millions représentent l'immense majorité de la valeur de ce marché. Et pourtant, ça va être un volume de Ouais, très faible. 3-4%. Nous, notre boulot, c'est d'étudier ces marchés-là. pépites. Exactement. C'est de regarder Ouais. ce marché-là, très Vous précisément. vous concentrez sur le faible volume et forte valorisation. Faible volume, forte valorisation, et c'est un marché qui se caractérise par une grande liquidité, par un marché au fait aussi qui est extrêmement international, et sur lequel il y a extrêmement peu d'oscillations de prix. J'insiste sur ce point. C'est-à-dire peu volatile. Extrêmement peu volatile. Les marchés ont dévissé ces dernières années. Le marché de l'immobilier a perdu un peu de manière globale, etc. Le marché de l'art à haut niveau, il n'a pas bougé. Mais regarde, pendant le Covid, on dit tiens, tous les Parisiens veulent quitter, ou les citadins quittent les villes. Ça a fait augmenter le marché de l'immobilier en périphérie et à la campagne. La réalité, c'est que les spots premium dans les grandes villes n'ont pas vu leur marché baisser. Parce qu'il y a toujours une demande, et il y a même d'ailleurs plus de demandes qu'il n'y a d'offres. Le marché de l'art, à ce niveau-là, c'est les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est mondialisé. On pourrait le comparer avec, alors peut-être que je me trompe dans les termes, mais est-ce qu'on peut le comparer avec de l'immobilier patrimonial? Ah ouais, c'est très proche. Ça peut être vu comme ça. Ah non, c'est très proche. Ok. C'est très très proche, et même les réflexes des acheteurs est quelque chose d'assez similaire. Des propriétaires, il est très proche. On va préférer acheter peut-être un truc cher, mais tu sais qu'il y a plus de chances de se valoriser plutôt qu'un truc pas cher qui a moins de chances de se valoriser aussi. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. C'est à peu près ça. Avec une particularité dans ce marché, et ça qui me fascine, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un marché qui s'opère sans dette. Oui, t'as pas de levier. Il n'y a pas de levier. Ça veut dire que c'est un marché qui s'opère cash. Alors du coup, ça c'est un avantage, mais un inconvénient aussi. Oui. Parce qu'il faut du cash. Alors, il faut du cash, mais c'est ce qui fait que les gens qui se positionnent sur ce marché, on a dit tout à l'heure, ils ont besoin de réseau et d'expertise, mais ils ont aussi besoin de beaucoup d'argent. Et du coup, ça en fait un marché qui demeure relativement artisanal dans la façon dont il est fait. Il n'est pas industrialisé parce qu'il n'y a pas le levier de la dette qui permet de le démocratiser. Et aussi, parce que ça nécessite beaucoup d'argent, du réseau et de l'expertise, eh bien, les gens qui se positionnent sur ce marché, c'est des gens qui sont blindés, nécessairement. T'achètes un tableau de Picasso, c'est 5 millions. T'achètes un tableau de Soulages, c'est 2 millions. T'achètes un tableau de Basquiat, ça va être 5. Et un tableau de Kessering, c'est 2. Donc, en gros, si t'as pas entre 10 et 15 millions d'euros dans ce marché, tu joues pas. Donc, ça concerne une qualité de personnes qui est extrême, une quantité de personnes qui est extrêmement faible dans le monde. Quand je dis faible, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, bien entendu. Mais par rapport à un marché de l'immobilier, c'est beaucoup plus faible. Ouais. L'ambition qui était la nôtre, c'était de dire, et c'est assez unique, hein, j'insiste dessus, c'est
comment donner accès à cette classe d'actifs hyper prestigieuse, hyper sécurisante, avec une volatilité qui est hyper faible, avec un marché qui est extrêmement international, sur un marché qui résiste aux crises, sur un marché qui résiste à l'inflation, quand on n'a pas les moyens. Ça a été notre ambition. On a créé Matisse, qui est accessible à partir de 20 000 € par œuvre. Ok. Mais du coup, moi, la première question que je me pose, c'est déjà quelle performance on peut attendre d'un investissement comme ça? Est-ce qu'il y a un track record? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des indices ou des choses qui ont été faites pour estimer ou avoir je sais pas moi, un espoir de rendement? Parce que j'imagine que c'est pas garanti forcément. Mais à combien on peut s'attendre? Alors, on peut te donner nos chiffres, mais je vais surtout t'expliquer comment est-ce qu'on y arrive. Les chiffres qui sont les nôtres, c'est... je crois qu'on va sortir 85% des œuvres. Je pense qu'on va les sortir qui sont achetées. On va les liquider dans les 2 premières années. Donc c'est plutôt rapide. C'est plus rapide que de l'immobilier, par exemple. C'est plus rapide que la majorité des détentions des contrats d'assurance vie ou de la SCPI chez les particuliers. Les rentabilités qui sont les nôtres, celles qui sont visées, celles qu'on a pour le moment, c'est des rentabilités à 2 chiffres. Et notre TRI moyen sur les œuvres vendues, il est supérieur à 50%. On oublie ça. C'est pourquoi? C'est parce que les transactions ont été faites rapidement. Donc évidemment, les opérations étant rentrées et sorties rapidement, eh bien, ça nous permet d'avoir un TRI qui est fort. Après, nous, on va viser moins un TRI qu'une rentabilité absolue. Et ce qu'on attend, c'est une rentabilité, en tout cas ce qu'on vise, c'est une rentabilité à 2 chiffres par an. Ouais, donc au moins 10. Ouais. Okay. Ouais. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit avoir en moyenne, net de frais pour le client, je crois que c'est à peu près 16%. Ok. Voilà. Donc c'est des rendements très élevés. C'est des rapports qui sont élevés dans un marché qui est, je trouve, extrêmement sécurisant. C'est-à-dire que le couple risque-rendement, il est très clairement en faveur du rendement, à condition de bien acheter. Ben oui, Et tout le nerf de la guerre est là. Dans un marché où il n'y a pas de dette, ça veut dire que les marchands d'art ou les collectionneurs sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Ils ont du cash, ils ont du réseau, ils ont de l'expertise, ils repèrent une opportunité, ils serrent le vendeur, ils appuient, ils font pression sur le vendeur pour acheter, ils achètent dans les meilleures conditions possibles et ils opèrent des plus-values en revendant l'actif et pas nécessairement dans des délais qui sont longs. Pourquoi? Parce que anticiper une oscillation de marché à la hausse, à la baisse, pour moi, c'est évidemment, il y a des éléments objectifs de la fixation de la valeur, mais c'est une boule de cristal dans laquelle je n'ai pas envie de regarder. Par contre, de dire qu'on bat le marché à l'achat, ça, on sait faire. Et la meilleure façon de le faire, c'est de regarder comment s'est comporté le marché de ces artistes-là sur ces séries. On prend Warhol, tu as peut-être déjà vu des Campbell Soup. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, ces Campbell Soup de Warhol ou des dollar signs de Warhol ou les fleurs de Warhol. Pourquoi est-ce que ça nous parle? Parce que c'est des images qui sont populaires, mais elles sont populaires pas parce qu'elles ont été reproduites sur des t-shirts Uniqlo, mais parce qu'il en existe des centaines et des milliers. Les gens, ils sont habitués Alors, ils sont habitués à cette image, mais ces œuvres, elles ont été réalisées, par exemple, ces fleurs de Warhol entre 1964 et 1965. Donc maintenant, on a un track record sur ces œuvres qui s'interchangent, qui sont interchangeables, l'une par rapport à l'autre. C'est à peu près la même image. Regardez, tapez Andy Warhol Flowers sur votre moteur de recherche et vous verrez que une image vaut une autre image, qui vaut une autre image, qui vaut une autre image, etc., etc. Et donc, comme il y a un niveau d'interchangeabilité qui est fort, il n'y a pas de raison d'avoir des écarts de prix qui soient importants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le track record des fleurs de Warhol depuis 1965, depuis sa création. Ça fait quand même 80 ans. On ne met pas les pieds nulle part. On a connu pas mal de crises entre-temps. On a vu comment est-ce que ces actifs s'étaient comportés pendant les crises. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est un actif qui est extrêmement résilient et on observe que les prix des œuvres se touchent, ils sont similaires sur cette classe d'actifs. Si on sait maintenant que des œuvres comme celle-ci valent à peu près 3 millions de dollars, il faut les acheter jusqu'à 2,2 millions. Et jusqu'à 2,2 millions, vous avez gagné. Alors là, ma question, et la question que tout le monde se pose... Comment est-ce qu'on fait pour acheter à 2,2 millions? Et surtout, je vais la poser différemment, c'est
pourquoi vous êtes capable de l'acheter 2,2 millions et pourquoi celui qui va vous le racheter, il va le racheter plus cher? C'est ça ma question, c'est pourquoi, enfin, quel est votre avantage compétitif à pouvoir racheter moins cher et à le revendre plus cher? Alors, un galeriste, lui, il va se focaliser en moyenne entre 5 et 10 artistes qu'il connaît parfaitement et mieux que tout le monde. Il a un niveau d'expertise sur ces artistes, peut-être même avec qui il a travaillé de leur vivant, qui est exemplaire et exceptionnel. Il a une connaissance de l'histoire de l'art sur ces artistes, mais il est capable de repérer une opportunité qui n'est pas liée à ces artistes. Pourquoi est-ce qu'il immobiliserait sa trésorerie alors qu'il n'a pas les réseaux de revente? Si tu me permets de faire une allusion à l'immobilier, tu peux acheter et revendre dans un immobilier, je sais pas moi, à Bordeaux, et tu peux rencontrer une opportunité de marché à Toulouse. Sauf que si tu sais pas revendre ça parce que c'est pas ton marché, bah t'iras pas. Et encore, dans ce marché-là, tu as le levier de la dette qui permet de te positionner et multiplier tes classes d'actifs, multiplier tes opportunités. Mais dans ce marché de l'art, dans un marché où il n'y a pas de dette, bah, notre travail, il est d'abord l'expertise. Et nous, on ne se concentre pas sur 5 ou 10 artistes, on se concentre sur quasiment 200 artistes. Donc, un des premiers éléments de réponse, c'est qu'on a un spectre de recherche et d'expertise qui est extrêmement vaste et souvent beaucoup plus vaste que plein de galeristes. Autre élément de réponse, on a des moyens financiers qui sont conséquents, qui nous permettent d'opérer des transactions dans des délais qui sont imbattables. Parce que vous achetez cash. Ouais, dans tous les cas, oui, ça s'achète cash. Parce qu'on achète cash. Parce qu'on achète cash. Donc, rencontrer quelqu'un qui a acheté ses fleurs de Warhol, tu sais, des fleurs de Warhol de 20 cm par 20 cm, au début des années 2000, ça valait entre 10 et 15 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut plutôt 350 000 $. Imagine que cette personne l'a acheté en 2000. Imagine qu'il y a une succession. Imagine que potentiellement on lui apporte une proposition. Il se dit tiens, je vais aller voir en vente aux enchères. Je pense que je pourrais le revendre à peu près tant, mais bon, il va me falloir 6 mois, plus du temps, plus potentiellement un paiement qui va être décalé, etc. Nous, on vous propose 250 000 $ tout de suite. Mais comment tu les rencontres, ces gens? Du coup, c'est-à-dire que tu cibles... Ça, c'est notre travail. Et oui, j'imagine. Mais c'est-à-dire que est-ce que vous avez une typologie de vendeurs cibles, type succession, enchères, ou est-ce qu'il y a... Alors, évidemment que les successions, les enchères sont des marchés qui drainent beaucoup d'œuvres. J'étais à New York la semaine dernière, où il y a eu quand même 1,2 milliard de dollars d'œuvres d'art qui a été vendues dans la semaine. Ah ouais. Donc, nous, on a observé quasiment 10 000 œuvres. Et sur les 10 000, on en a isolé à peu près 500. Et sur les 500, on a eu la chance de pouvoir en acheter 5. Et ça, c'était aux enchères. Et ça, c'était des pièces qui se sont passées en vente aux enchères. Ok. Donc ça fait partie d'une des façons d'acheter au final moins cher, d'acheter en dessous du prix du marché. Oui. Une autre façon d'acheter, c'est que le marché de l'art, c'est un marché d'offreurs. Je reprends l'exemple de l'immobilier parce qu'il parle à tout le monde et on est tous familiers de ce marché. Quand vous achetez un bien immobilier, vous dites tiens, je vais vouloir en acheter un autre. C'est ma résidence principale. Vous cherchez à vous délester de votre résidence principale pour pouvoir acheter la suivante. Donc vous allez d'abord vous intéresser à un bien que vous avez vu. Vous allez éventuellement dans une agence. Dis-moi si je me trompe. On se dit tiens, il y a ce truc-là, ça m'intéresse, j'aimerais bien l'acheter. Et là, l'agent immobilier vous dit ah, c'est très bien. Mais quid de votre ancien appart? Parce que si je vous vends celui-ci, moi je serais content de récupérer le mandat pour vendre celui qui vous appartient actuellement. Je ne me trompe pas. Tout le monde a fait cette expérience, qui a déjà acheté et vendu sa résidence principale. C'est commun. Le marché de l'art, c'est un marché d'offreurs. C'est un peu la même chose. C'est que pour pouvoir vendre, il faut avoir sur son mur un tableau. Maintenant, lorsque, à l'occasion d'une foire, d'art contemporain par exemple, comme Art Basel, comme la Frieze à Londres, comme TEFAF à Maastricht ou à New York, les galeristes se présentent, ils vont présenter une œuvre de Lalanne, mais parce qu'ils vont présenter une œuvre de Lalanne sur leur stand, ils vont rencontrer deux types de clients qui sont potentiellement les mêmes. D'abord, quelqu'un qui va vous dire « moi j'adore votre œuvre, combien vous me la vendez ?» Mais il va peut-être rencontrer des gens qui vont lui dire « Ah, vous la vendez ce prix-là ? Ça m'intéresse, est-ce que vous voulez racheter la mienne ?» Donc un échange.
Alors, c'est pas nécessairement un échange. Mais avec une différence de prix. Alors, on pourrait faire une soulte, mais ça peut arriver d'ailleurs. Mais c'est plutôt quelqu'un qui dit, moi, vous vendez votre pièce 100, moi, j'aimerais bien vous vendre la mienne. Combien vous me la rachetez? Mais cette opportunité, si le galeriste, il n'a pas les moyens, il fait appel à nous. Et là, on est là pour alléger son bilan. Et maintenant que tu comprends ça, tu comprends le modèle économique qui est le nôtre. Je parle à tes clients les plus entrepreneurs. C'est que d'un côté, on cherche à institutionnaliser l'investissement dans le marché de l'art. Cette classe d'actifs qui était interdite, indisponible pour l'immense majorité d'entre nous. Et on cherche à l'institutionnaliser auprès des particuliers et des professionnels de l'investissement en France, en Europe et dans le monde. Et d'un autre côté, on cherche à conseiller, on cherche à appuyer, on cherche à aider, à accompagner les professionnels du marché de l'art, les galeristes, les marchands, dans la gestion de leur stock, sans qu'ils aient à prendre le moindre risque. Tu regardes une société comme Uber, c'est probablement le plus gros transporteur qui possède 0 véhicule. Tu prends Amazon, Alibaba, c'est les plus grands vendeurs d'objets dans le monde, marchandises dans le monde. Ils possèdent absolument rien. Ils possèdent absolument rien. La conviction qui est la nôtre, c'est que le marchand d'hier gagnait sa vie en achetant des tableaux et en les vendant, mais il s'enrichissait en les gardant. Nous, on a la conviction que le marchand de demain, il fera fortune en se déliant de son stock et en travaillant avec nous. Ok. Ouais, donc finalement, vous avez un business model avec 2 leviers, quoi. Le levier... Mais parce qu'on intègre la sortie dans l'achat. Ouais. Et c'est ça qui en fait un truc hyper rassurant pour nos clients. C'est qu'on anticipe la vente avant l'acquisition. Et du coup, qui vous rachète? Ceux qui vous rachètent, c'est ce fameux gars qui veut échanger son tableau ou après vous aussi, vous Il échange rarement. Il échange rarement, il achète parce qu'il aime ça. Ouais. Parce que les œuvres d'art, c'est un passeport pour l'éternité. Parce que quand vous possédez une œuvre d'art, vous possédez un bien unique qui vous apporte 3 choses. Il vous apporte une considération, il vous apporte un plaisir artistique, intellectuel. Il va répondre à des enjeux qui sont sociaux et aussi à des enjeux économiques. Lorsque tu achètes une Porsche chez Porsche, il y a des chances que tu la payes plus cher que si tu l'achetais d'occasion. Ouais. Mais tu as choisi tes cuirs, tu as eu un délai de paiement, il y a le directeur de l'agence qui t'invite au cocktail Porsche, etc. etc. Dans le marché de l'art, on a affaire à des vendeurs qui vendent très cher des objets inutiles dont les gens n'ont pas besoin. Donc on a affaire à des super vendeurs et qui touchent une clientèle exceptionnelle. Mais du coup, ça veut dire que vos acheteurs, est-ce que c'est des galeristes ou est-ce que c'est des particuliers ou juste des férus Nos d'art, investisseurs ou les gens là, je les parle gens pas des pour la investisseurs sortie des œuvres. Ouais, pour la sortie des œuvres. Pour vraiment Alors, si on regarde le schéma d'investissement, on repère une opportunité, on considère que cette opportunité est bonne, on crée ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, donc c'est un véhicule dédié, en gros c'est une société. Tu crées une société, mais on crée une société pour ça, quoi. Qui n'a pour vocation que de détenir une œuvre d'art. Donc ça permet une comptabilité extrêmement simple, visible. On est agréé par l'AMF, c'est détenu par un avocat. Donc l'avocat a créé une société qui possède une œuvre d'art et cette œuvre d'art va être financée à travers des bulletins de souscription à partir de 20 000 € auprès de clients particuliers. Une fois que la société est financée du prix de l'œuvre d'art à 2 millions d'euros, l'œuvre d'art va être confiée à un galeriste, à un marchand, qui lui va la présenter et qui va la vendre à un de ses collectionneurs. Ok. Donc finalement, vous déléguez la vente à un galeriste. Oui. Vous, votre plus gros travail, il est à l'achat finalement. C'est ce que je t'ai dit depuis le début. On est à peu près Ça convaincu acheter, que la quoi. plus-value, mais comme on pense que la plus-value dans l'immense majorité des marchés, Ça se fait à l'achat. ça se fait à l'achat. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le business model, l'investissement dans cet actif-là, il me fait énormément. Alors, je suis pas expert non plus de ce domaine-là, mais ça me fait beaucoup penser aux marchands de biens Mais en alors, immobilier. mais
Et tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose que j'ai aimé, en fait. Je m'as dit, et rappelle-toi ce que je t'ai répondu. Tu m'as dit, écoute, c'est un marché que je connais pas très bien. Et je t'ai dit, mais pose-moi les questions sans a priori et tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de similitudes avec des marchés que tu connais. Le marchand d'art, c'est un marchand de biens. Sauf qu'au lieu de le vendre de l'immobilier, il vend des œuvres d'art. Sauf qu'au lieu de vendre de l'immobilier qui est immobile, il vend un actif, une œuvre d'art qui est mobile. Sauf qu'au lieu de vendre un actif qui évolue sur un marché qui est plutôt local, il vend une œuvre d'art, un objet, un actif qui évolue sur un marché international. L'un le fait avec un petit peu de fonds propres et avec beaucoup de dettes, l'autre le fait cash. Une fois que tu as compris ces différences et ces similitudes, tu comprends extrêmement bien le métier de marchand d'art dans la façon dont il est opéré. Maintenant, si tu comprends qu'il n'y a pas de cash, le nerf de la guerre va être capable de saisir l'opportunité quand on va la trouver. Parce que ce qui embête le plus les marchands d'art, et une des raisons pour laquelle j'ai créé cette société, c'est que je voyais des opportunités fabuleuses me passer sous le nez avec une incapacité mais mordante de pouvoir me positionner sur ces actifs. Et quitte à pas pouvoir le faire tout seul, au moins en faire profiter mes clients. Donc pour ça, il fallait que j'atomise l'actif. Et ça a été l'autre activité, ça a été tout l'enjeu qui était le nôtre, c'était d'obtenir un agrément délivré par l'AMF qui nous permettait de fractionnaliser, de faire un appel public à l'épargne pour fractionnaliser des œuvres d'art, pour vendre des œuvres d'art fractionnalisées. Et du coup, l'agrément, c'est le FPSP, c'est ça? PSFP, exactement. Non, mais c'est ça. Mais c'est pareil que ce qu'utilisent ceux qui font du crowdfunding. C'est oui, c'est exactement la même chose que le crowdfunding. Si on revient sur le marchand de biens, ce qu'on propose à des galeristes, c'est de se dérisquer et ne plus travailler ou de moins en moins travailler comme des marchands de biens, mais plutôt comme des agents immobiliers. En d'autres termes, ils ont une boutique, c'est leur seul frais, et au lieu d'immobiliser des millions d'euros pour acheter des dizaines d'œuvres d'art, ils vont immobiliser 0 avec la capacité de vendre des centaines d'œuvres d'art. Et ils vont immobiliser leur local, quoi. Exactement. Donc c'est beaucoup moins de risques pour eux. Et eux, j'imagine, ils touchent leur commission dans leur vente. Et évidemment, le modèle qui est le nôtre, il est d'impliquer à la performance le vendeur. Ouais. Donc, on se retrouve dans un marché où on a réussi à rendre linéaire l'objectif d'un investisseur avec l'objectif d'un distributeur. Moins l'investisseur a acheté cher, plus le galeriste va gagner d'argent. Et plus le galeriste va vendre cher, plus l'investisseur va gagner d'argent. Super intéressant. Franchement, je découvre en même temps que l'audience plein de trucs. Je trouve ça on n'a pas parlé d'art, mais tu as compris le modèle économique. Ouais. Et pour moi, c'est un modèle qui est extrêmement sain et surtout qui est très scalable. Des gens qui veulent se diversifier et avoir accès à cette classe d'actifs, en fait, ça concerne des milliards. C'est des millions de personnes et c'est des milliards d'euros. Des milliards dans le monde. Et des galeristes qui souhaitent avoir la possibilité de distribuer des actifs sans avoir à risquer à devoir les immobiliser, c'est fantastique pour eux. Notre enjeu, il était de structurer cette offre et cette demande. Et c'est ce qu'on a fait à travers Matisse. Alors, là, je vais venir un peu chercher la petite bête. Mais oui. Je suis là pour ça aussi. On vante tous les mérites de l'art et je t'avoue que tu es en train de me convaincre aussi. Mais moi, je me dis toujours, il y a des risques. Quand on annonce des rendements comme ça, je me dis qu'il y a toujours du risque. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Quels sont les risques principaux? Là, je me mets vraiment dans la peau de l'investisseur. Oui. De l'investisseur qui viendrait chez vous. Quels sont les principaux risques qu'il prend? Alors, d'abord, l'œuvre d'art, je l'ai dit tout à l'heure, elle apportait 3 services à son propriétaire. Des services artistiques, des services financiers et un service social. Sociaux, en gros, la flamme d'avoir un super tableau au-dessus de sa cheminée, quoi. C'est un marchand, c'était un marchand new-yorkais qui m'avait dit ça. Avant 100 000, on achète pour soi. Après 100 000, on achète pour les autres. C'est drôle, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on met autant d'argent sur une œuvre d'art,
on a envie que ça soit reconnu. On n'a pas Ouais. envie de dire ah tiens, c'est qui ce petit artiste que tu viens de dénoucher de la petite galerie. Bah non, écoute mon gars, j'ai payé ça 2 millions d'euros. Bien sûr, c'est un Basquiat quoi. Ça se voit. Faut que ça se voit. Ouais. Donc c'est aussi intéressant parce que les artistes qui veulent de l'argent sont des artistes qui sont reconnaissables. Voilà, pour la petite anecdote. Donc le premier écueil quand on achète d'abord des œuvres, si tu me permets de revenir avant de parler de l'investissement pur, le premier écueil de quelqu'un qui s'intéresse à ce marché, c'est de bien comprendre pourquoi il achète une œuvre. On n'achète pas une œuvre d'art de la même façon si on est collectionneur que si on est investisseur. On comprend assez bien que celui qui va, je sais pas moi, le personnage shopper qui travaille chez Chanel, il vend moins les pièces Chanel qu'il aime que celles qui correspondent le mieux à son client. Ok ? Donc, il faut comprendre, si on tire le parallèle avec nous, il faut comprendre que si on achète une œuvre d'art, il faut se poser la question, en tout cas en tant qu'investissement, il faut se poser la question de son marché, moins de se poser la question de si on aime ou pas l'œuvre d'art. Voilà. C'est le premier écueil, c'est de celui-ci, c'est de se dire, tiens, j'adorerais, je sais pas moi, j'adore New York, je vais acheter un bien immobilier à New York parce que j'adorerais vivre dans cette ville. Oui, d'accord, mais si c'est pas rentable, c'est pas rentable. L'idée, elle est d'aller regarder et de comprendre l'objectif du client et de dissocier l'aspect de collection que de l'aspect d'investissement. Un marchand d'art se pose moins la question de savoir s'il aime son œuvre quand il dépense 2 millions d'euros sur une œuvre de Calder, plutôt que savoir combien il va l'immobiliser, combien de temps il va mobiliser l'œuvre et combien il va la revendre. Donc ça, le premier objectif, c'est bien de le cerner, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on achète ça. Ensuite, si vous vous intéressez à l'œuvre d'art comme un investisseur, il faut étudier l'œuvre d'art à travers des considérations liées à l'investissement, de manière extrêmement rigoureuse. Donc un investissement, c'est souvent, lorsqu'on pose la question aux gens, c'est la sécurité de l'actif, sa liquidité, son potentiel de rendement, son mode de gestion, son accessibilité, etc. Si vous achetez des œuvres d'art en direct, vous avez des œuvres d'art à 1 000 euros comme vous avez des œuvres d'art à 450 millions d'euros. Donc maintenant, où est-ce que vous placez le curseur de la sécurité, de la liquidité et du potentiel de rendement quand vous achetez une œuvre d'art à 5 000 ou quand vous achetez une œuvre d'art à 2 millions. Et en même temps, cette œuvre d'art à 2 millions, est-ce qu'elle vous est accessible ? Donc, il y a souvent ce qui est opéré chez les gens, c'est de se dire comment est-ce que je vais aller acheter dans mes moyens l'œuvre la plus sécurisante et la plus rentable pour moi. Donc déjà, le rendement risque. Comment ? Là, pour le moment, on parle de manière... on parle de l'œuvre d'art comme un actif, mais on pourrait parler d'à peu près n'importe quel actif, jusque-là. Ouais. Le grand écueil de l'œuvre d'art, c'est son manque de liquidité. Et le grand écueil de celui qui les achète, c'est le manque d'expertise. Ce qui est terrible pour les marchands d'art, c'est qu'ils ont une expertise qui est extrêmement pointue et ils n'ont pas toujours le cash pour pouvoir appréhender cet actif. D'un autre côté, on se retrouve avec des collectionneurs et des investisseurs avec des moyens financiers qui sont pharaoniques et beaucoup plus de moyens souvent que les marchands qui leur vendent des œuvres. Nos clients sont toujours plus riches que nous, et c'est tant mieux. Mais ils n'ont pas toujours l'expertise. Pas les connaissances. Et ils n'ont pas les connaissances, et quand bien même ils auraient l'expertise pour acheter, il faut aussi les expertises pour revendre. Donc, posez-vous la question de pourquoi vous vous intéressez à cet actif. Et le premier écueil, c'est de se dire, est-ce que j'achète bien ? Dans quelles conditions ? Attention de ne pas acheter avec ses oreilles, mais d'acheter avec ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plein d'articles. L'exemple de la crypto, par exemple. La crypto, du Bitcoin. Il y a énormément de gens qui se sont intéressés aux NFT. Et plus les gens s'intéressaient aux NFT, plus les gens se sont intéressés aux NFT. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient intéressés aux NFT pour de mauvaises raisons. Et il y a des gens qui ont perdu des millions. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de valorisation artistique. Il y avait un intérêt qui était lié à l'authenticité, la blockchain, le certificat, mais est-ce que l'œuvre qu'ils achetaient était bonne ou pas ? Ce n'est pas une question qui sont posées. Sauf que dans le temps, les pièces qui se valorisent et les pièces qui sont rassurantes pour leurs investisseurs, pour leurs propriétaires, ce sont des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art. C'est comme ça.
Donc pourquoi est-ce que Picasso et Warhol sont 2 étalons du marché de l'art mondial? Parce que ce sont tout simplement les 2 plus grands artistes du XXe siècle. Et ça, c'est tous les plus grands musées dans le monde qui le disent, mais aussi tous les plus grands marchands, tous les plus grands critiques d'art, tous les plus grands conservateurs de musées. Et du coup, les collectionneurs suivent. Est-ce que ça vous est accessible? Pas toujours. Donc, quand vous vous intéressez à ce marché, renseignez-vous sur l'histoire de l'artiste et sa place qu'il occupe dans le XXe siècle. Quelle est la place de cette œuvre dans le corpus de l'artiste? Et puis ensuite, pour acheter, soit vous achetez cash, et il faut vous diversifier. Ce qui n'est pas simple quand ça vaut 1 million. Ce qui n'est pas simple quand ça vaut 1 million. Et nous, on vous fait profiter de l'expertise du réseau et de la capacité de l'avoir atomisé, l'actif. Maintenant, il faut s'attendre que parce que c'est un actif qui est illiquide, nous, évidemment, on s'intéresse aux œuvres entre 500 000 et 5 millions parce que ce sont les œuvres les plus liquides dans le marché de l'art. Mais il faut s'attendre à ce que on puisse acheter une pièce et puis être incapable de pouvoir revendre cette pièce-là avant. On se dit, tiens, je pensais le revendre dans les 6 mois parce qu'effectivement, on a un track record qui montre nos œuvres, on les sort dans l'année, essentiellement pour l'immense majorité d'entre elles. Mais bon, si vous la gardez 3 ans, c'est possible. Voilà. Donc, le plus grand écueil, c'est la liquidité. C'est la liquidité. Beaucoup plus que l'oscillation financière. Parce que la perte en capital. Ah ouais. Très peu de perte en capital sur des grands actifs. Par exemple, le marché. Vous avez déjà revendu à perte une fois? Nous, on n'a jamais revendu à perte, mais on est une société qui a 2 ans, donc nos actifs, on n'a pas eu le temps de les revendre à perte. Au pire, on les garderait un petit peu en essayant d'eux, mais on ne les revend pas à perte, en tout cas pas pour le moment. Mais sur cette classe d'actifs qui est la nôtre, qui sont des tickets de loto gagnants, évidemment que notre risque, il est infiniment plus faible que si on se dit qu'on achète, comme dans une start-up, des œuvres d'un jeune artiste qui vient de rentrer dans une super galerie un peu trendy. Oui, vous allez payer 15 000 € votre pièce. Mais potentiellement, vous allez tout perdre. Potentiellement, vous allez faire 100 000. Nous, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas regarder dans le mar de café et être capable d'anticiper ça. On a des éléments qui nous laissent supposer que l'artiste est présupposé à avoir une bonne carrière, ou là, attention, ses œuvres, elles sont un peu moins bonnes, mais un artiste qui est jeune, il peut changer de style, son marché peut changer, le goût peut changer. Le goût, il ne change pas du jour au lendemain sur Picasso. Ouais. Mais, donc du coup, si je résume, les risques principaux, donc ça va être... le risque principal, c'est le risque de liquidité. Oui. En fonction de l'offre et la demande, comme toujours. Oui. Après, tu as quand même un risque de perte en capital, mais qui, selon vous, est plus maîtrisé parce que vous achetez bien. Alors, il est maîtrisé par... Alors, attention, ça dépend sur quelle classe d'actifs, sur quelles œuvres d'art. Sur des œuvres d'art qui ne sont pas très chères, d'artistes sur lesquels il y a des marchés qui sont plus neufs, c'est comme investir dans une start-up. C'est-à-dire que ton niveau de risque, il est plutôt élevé. Ton potentiel de gain est très élevé. Voilà, c'est comme ça. Quand tu es dans une boîte mature, potentiel. Oui, la possibilité que Kering, Davis ou ne valent plus rien du jour au lendemain, elle est vachement plus faible. Que sur une start-up. Elle est vachement plus faible que sur une start-up. Par contre, la possibilité de Kering de faire 200% dans les 2 prochaines années, elle est plus faible. Elle est plus faible aussi. Voilà. Donc, c'est un petit peu de savoir sur quelle classe d'actifs. Il se trouve que cette classe d'actifs qui est plus rassurante, elle a depuis toujours été l'apanage des très grands collectionneurs et des très grands investisseurs. Et nous, on l'a rendu beaucoup plus démocratique. Ok. Après, là, moi, j'essaie vraiment de me projeter. Je me mets à la place de l'auditeur et je le pense vraiment parce que, moi, je vais sur votre site. J'y suis allé, évidemment. Et comment je choisis l'œuvre? Tu vois, alors, tu as donné déjà des premières pistes. Tu as dit connaître, regarder la réputation de l'artiste, quelle œuvre a la place d'un artiste. Mais si j'ai pas trop le temps et si j'y connais pas grand-chose et que je le vois vraiment dans une vision d'investissement alternative pour diversifier mon patrimoine, est-ce que je peux vous dire, je vous donne l'argent, vous vous débrouillez, ou est-ce que je dois quand même choisir mon œuvre? Et si oui, comment je fais? Alors, on est structuré sous forme de SPV et non pas sous forme de fonds. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans une SCPI, une grande enveloppe, tu mets 20 000 € et puis on achète 300 œuvres. Okay. Donc, les SPV sont accessibles à partir de 20 000 € par œuvre. Notre client moyen, il a à peu près 120 000 €. Donc, il a entre 4 et 6 œuvres chez nous. Okay. Donc, on est hyper content de lui apporter une bonne nouvelle régulièrement dans l'année. D'accord ? Maintenant,
toutes les œuvres n'ont pas les mêmes caractéristiques. Dans l'ensemble, on essaie de lisser les caractéristiques qui sont liées à la sécurité de l'actif, etc. Mais il y a des œuvres où on s'attend, parce qu'elles ont un degré de liquidité qui est extrêmement fort, en tout cas plus que d'autres, on s'attend à avoir une durée de détention qui va être plus faible. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus exceptionnelles. On va s'attendre à avoir une durée de détention qui va être plus forte, qui va être plus longue. L'investisseur qu'on a en face de nous, il a ses caractéristiques. Le patrimoine évolue en fonction des aspirations de chacun. Et nous, notre travail, il est de faire coïncider la bonne œuvre avec votre objectif. Il n'y a aucun problème de vous dire, là actuellement, il y a 3 pièces à vendre sur notre site. Elles ne sont pas pour vous, c'est pas grave. On fait 60 deals dans l'année. Donc si vous n'avez pas celui-ci, vous aurez le prochain. Peut-être, s'il vous correspond. Mais c'est des deals qui partent assez rapidement. Il faut se positionner, mais il faut se positionner si ce deal correspond à vos objectifs. Donc nous, notre premier travail, il est évidemment d'estimer les œuvres d'art, valoriser les actifs pour les acheter dans des très bonnes conditions. Mais notre second boulot, il est de connaître nos clients. Il est de connaître nos clients pour savoir si cet actif-là correspondrait, cette œuvre-là, cette opportunité correspondrait à ses objectifs. Donc, on a une équipe de conseillers qui va venir échanger avec vous et qui vous présentera le deal avec ses caractéristiques, qui écoutera vos objectifs et qui vous dira je comprends que vous préfériez le Warhol, mais c'est mieux d'acheter le Niki de Saint-Phal. Au regard de ce que vous me dites, je pense que c'est mieux d'acheter le Niki de Saint-Phal. Ouais, donc il y a quand même un aspect conseil finalement dans. Mais qui est très fort. Qui est très fort. Okay. Bien sûr. Une autre question un peu plus globale. Alors, moi j'ai tendance à considérer l'investissement dans l'art comme un investissement exotique. Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, même si toi je sais pas si tu seras très objectif, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Et si oui, quelle est selon toi la part dans un patrimoine, quelle part à ne pas dépasser dans l'investissement dans l'art, même si je sais qu'on peut dire que c'est en fonction du profil de risque et tout, mais qu'est-ce que tu constates en moyenne? Alors c'est très compliqué parce que alors déjà le terme exotique pour moi, le profil, l'investissement exotique, c'est notre pire ennemi. C'est notre pire ennemi. Pourquoi? Parce que ça nous relègue avec des sociétés qui vont vendre des... En fait, dans la tête des gens, c'est j'ai fait une plus-value sur une autre classe d'actifs, j'essaie pour voir ce que ça donne, et si ça marche pas, c'est pas grave. Il se trouve que... ça fait un peu l'investissement poubelle. Ça fait un peu l'investissement sous poubelle. Sauf que notre investissement poubelle, il vous ramène 15% par an, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il a rapporté à nos vendeurs, à nos investisseurs, sur les actifs qu'ils ont liquidés, en TRI, même pas par an, c'est en TRI, c'est à plus de 50, mais bon, c'est même pas ça qu'on vend, c'est vous dire, tiens, c'est des investissements à 2 chiffres sur une classe d'actifs qui, moi, je trouve extrêmement sécurisante. On parle de marché actions, obligations, de taux, etc. Vous avez vu l'état des marchés actuels depuis quelques semaines et depuis quelques années. C'est pas la folie. Dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que les actions, les obligations, qu'on n'est pas dans des situations financières. Le marché de l'immobilier, on le voit à travers des gens qui collectent de l'immobilier, les CPI, etc. C'est pas évident. Nous, on est sur un marché qui est d'une stabilité incroyable. C'est-à-dire qu'entre l'année dernière et cette année, la valeur et le volume des œuvres échangées sur une catégorie entre 500 000 et 5 millions, elle est haussière. Ouais, mais du coup, vous avez aussi un horizon, un track record plus faible aussi. Oui et non. On a un track record plus faible sur notre société, mais on a un track record de 120 ans sur Picasso et de 50 ans sur Warhol. C'est quand tu as une SCPI qui achète et qui vend de l'immobilier, elle présente le track record de sa société civile, c'est incontestable, elle vient de se créer depuis 2 ans, elle va vous dire voici mon track record depuis 2 ans. Mais si elle regarde le track record de l'immobilier, sur les classes d'actifs sur lesquelles elle se positionne, elle a quand même un antécédent qui est très élevé. Et elle a opéré aussi des transactions avec une oscillation qui est forte.
ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que c'est des oscillations autant à la hausse qu'à la baisse qui sont très importantes. On n'a pas et à la marge des oscillations aussi fortes sur les 150 plus grands artistes du XXe siècle. Donc, moi, j'entends très bien l'aspect du marché exotique, mais lorsqu'on est comparé à des marchés qui est celui des chevaux, ouais, le cheval, il se pète une jambe, ton marché, ton investissement, c'est zéro. Les gens qui ont investi sur Valourec il y a quelques années, leur investissement, c'est zéro. Pourtant, c'était des entreprises des 80 plus grandes capitalisations boursières françaises. Hein. Zéro. Un tableau de Picasso, c'est comme un bien immobilier dans le 2e arrondissement à Paris. Ça peut monter, ça peut baisser, mais globalement, il y a plus d'acheteurs qu'il y a de vendeurs. Et il y a assez peu d'oscillations parce que les gens vont assez peu revendre ces actifs-là. Et quand ils vont changer de main, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une opportunité. Et c'est aussi ce qui en fait un marché qui est plutôt haussier dans l'ensemble. Donc, je ne suis pas toujours un fou de l'idée du marché exotique. Je le trouve très injuste parce que si on le regarde de manière... On regarde les caractéristiques. Allez, comparons, amusons-nous à comparer cet actif avec le marché de l'immobilier ou un marché action-obligation. Le marché action-obligation va être sur des marchés, marché action, qui est beaucoup plus volatile dans les faits que le marché de l'art à notre niveau. Par contre, ça va être un marché qui va être liquide. Notre marché ne va pas l'être. On regarde le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est beaucoup plus stable qu'un marché action. Mais qui n'est pas liquide aussi. Mais qui n'est pas liquide. Nous, on a la chance d'avoir un marché qui est stable, qui est moins liquide qu'un marché de l'immobilier, mais qui est beaucoup plus international qu'un marché d'immobilier. Ton tableau de Picasso, tu l'achètes, tu le vends à Paris, à Londres, à Tokyo, à Hong Kong, à New York, à Stuttgart, à Berlin, etc., etc. Donc on est sur un marché qui est extrêmement global. Mais c'est ce qui fait qu'en fait les annonces de Trump sur le marché mondial, sur les taxes douanières, etc., ouais, ça n'a pas d'impact pour le... Ça n'a pas d'impact ou très peu sur nous. Et après, alors encore une fois, je cherche la petite bête. Hein, toi, je faisais parallèle avec le cheval. Oui. Tu dis, ou avec une boîte qu'on achète en stock picking qui fait faillite et du coup qu'on a un risque ultra concentré sur une valeur. Alors, je pense pas, après, encore une fois, moi, j'y connais pas grand-chose en art, hein, mais je pense pas que sur un Picasso, un Picasso reste un truc que tout le monde connaît, mais je sais pas, moi, il peut pas, c'est pas possible qu'il y ait un changement de narratif. Un changement, en fait, une maturité de marché, un changement de goût. Ouais, un changement de goût, un changement de... Bien sûr. Parce que tu disais tout à l'heure, bien sûr. Warhol, c'est la base pour tout le monde, mais je sais pas que... Il se trouve que... Alors, je te dis une bêtise, mais imaginons que demain, Andy Warhol, on se rend compte que il a la même histoire que l'abbé Pierre, tu vois. Alors... Tu vois ce que je veux dire? Une histoire comme ça, d'un coup, boum, son image est détériorée. Alors, il y a je sais, j'imagine non, pire, mais hein, elle est très vois, bonne. mais... Non, mais c'est très juste comme remarque. Alors, d'abord, pour parler de, si tu me permets, de changement de goût. En fait, le changement de goût, c'est une maturité de marché. Ok. Donc, tu regardes Impression Soleil Levant, qui est le chef-d'œuvre impressionniste de Monet. On prend un tableau comme celui-ci. Il a été réalisé entre 72 et 73. Les premières expositions impressionnistes, c'est 1874. Les records du monde pour des tableaux impressionnistes, c'est 1990. Oui, depuis, il y a beaucoup moins de records. Mais parce que le goût des gens a changé. Il a évolué. Ça veut dire qu'on a des marchés qui sont très asymptotiques. C'est-à-dire qu'on voit arriver de manière des croissances qui sont fortes et durables pendant une durée de temps qui va être... Alors ça a été quasiment de 150 ans, ça a été de 120 ans, 130 ans, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus court. Donc ça a été le cas pour les impressionnistes, et puis après 1990, on est sur un marché qui stagne. C'est comme acheter des obligations allemandes. On ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas. Et si on considère qu'il y a de l'inflation, on en perd un petit peu tous les ans. Quand vous avez acheté 50 millions de dollars votre tableau de monnaie, vous êtes dans cette configuration-là, globalement. D'accord ? Maintenant, quand vous regardez
les artistes sur lesquels on se positionne. Une œuvre sur deux a été réalisée par un artiste américain, une œuvre sur deux a été réalisée après 1945 et 92% des œuvres a été réalisée après 1870. Acheter des artistes impressionnistes, c'est cher et on est sur un marché qui est très mature. Acheter des artistes modernes, ça peut encore être intéressant. Mais l'art d'après-guerre jusqu'à nos jours n'a pas du tout atteint sa maturité de marché. Donc, on pense que c'est des artistes sur lesquels se positionner va devenir la cible de nos investissements. Parce qu'on n'a pas atteint la maturité de ces marchés. Parce que quelqu'un qui a porté un t-shirt Uniqlo avec une collab avec un Keith Haring, un Warhol ou une œuvre de Jean-Michel Basquiat, en fait, il a grandi avec ce truc-là, il a adoré son t-shirt, il a vu les expos Basquiat, Vuitton, chez Vuitton et autres, et il en est fou. Et que demain, ce type-là, il a acheté des bitcoins, il a fait une entreprise dans la tech ou je sais pas quoi, et en fait, il est multimillionnaire. Bah, s'il s'achète une œuvre, à ton avis, laquelle c'est ? Une Basquiat. C'est le Basquiat. Et il va pas être le seul. Et il va pas être le seul. Donc ça, c'est pour la maturité des marchés. On a des marchés qui sont matures de manière un petit peu plus courte, plutôt 60 ans, 70 ans, là où il y a encore 30 ans, ça pouvait être une centaine d'années la maturité du marché. Pardon. Maintenant, les artistes sur lesquels on se positionne sont des artistes, tu sais, le mythe de l'artiste maudit, il est un peu romantique, mais il n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les artistes sont extrêmement connus, en tout cas ces artistes qui sont importants, sont extrêmement connus de leur vivant. Il y a extrêmement peu de zones d'ombre dans leur vie. Et c'est aussi ce qui fait leur valeur. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus, pas parce que le Centre Pompidou a décrété de faire une exposition Picasso, mais parce que tous les musées dans le monde possèdent des œuvres de Picasso et tous sont à peu près convaincus que c'est le premier et le plus grand artiste du XXe siècle et qui veulent tous faire des expos Picasso. Donc c'est des artistes qui étaient connus de leur vivant, qui sont extrêmement connus, sur lesquels il y a très peu, voire pas du tout de zone d'ombre. Donc il n'y a pas de redécouverte ou très peu sur ces artistes-là. Donc le cas de l'artiste Abbé Pierre, il existe, mais il existe sur des artistes qui ont 40 ans, 50 ans, qui seraient mi-carrière, et puis tiens, en fait, il ressort quelque chose, il ressort un dossier. Mais c'était le cas de ce pauvre, de ce Claude Lévesque qui était représenté dans une grande galerie parisienne. Bah, il se trouve qu'il a eu un cas comme celui-ci. Et ça a coupé son marché du jour au lendemain, invendable, zéro. Et ouais. C'est possible, ça existe. Ce qu'on peut appeler un signe noir finalement. Oui. Finalement, ça existe dans l'art aussi. Ouais. Bien sûr, ça existe. Mais pour ce qui est des artistes, ouais, on va dire qui sont ces grands artistes-là, ouais, ceux sur lesquels on se positionne, très 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 limité, voire inexistant. Quoi. On va dire que jamais n'existe pas, mais c'est quasi inexistant. Ouais, quasi inexistant. Ok Arnaud, on a fait un beau tour, j'ai encore pas mal d'autres sujets, mais j'aimerais terminer au moins sur un point important quand même pour les investisseurs, plutôt côté investisseur, et transparence aussi du côté de Mathis. Au niveau des frais, je voulais savoir un petit peu, voilà, comment vous... Alors on a un petit peu parlé de votre rémunération, mais voilà, quels frais vous pratiquez, comment ça se passe pour les investisseurs? Alors d'abord, les performances que je vous ai données sont nettes de frais pour le client. D'accord. Important de le savoir quand même. On n'a pas de frais de gestion. Okay. Moi, je ne sais pas regarder un client en disant on a du mal à revendre votre pièce, par contre, elle continue à vous coûter 3% par an. Ça paraît très basique, mais on ne sait pas faire ça. Les frais qui sont prélevés, donc c'est une œuvre qui va coûter par exemple 900 000 € et on va aller la collecter sur une base d'1 million. Donc, dans les 100 000 €, il va y avoir une rétrocession pour le partenaire avec qui on va travailler. Il va y avoir des frais de structuration. Chaque œuvre d'art est détenue par une société. Donc, il y a une comptabilité, une création de société, une assurance, un bien meuble. Il faut qu'on restaure l'œuvre d'art, qu'on l'encadre, etc. qu'on l'assure.
Et puis ensuite, il y a les frais qui sont, il y a la rémunération de Matisse qui nous permet de vivre et de vous permettre d'avoir des super pièces, qui me permet moi d'aller à New York pendant une semaine et d'aller repérer les super opportunités pour mes clients. Donc, du coup, il y a des frais appliqués à l'entrée. Des frais qui sont appliqués à l'entrée, et sur la performance, il y a 20% sur le carry d'intérêt. D'accord ? Ok, donc 20% sur la perf. Sur la perf. Donc le coût de revient de l'œuvre pour l'investisseur est de 100. Si on vend l'œuvre d'art 130, il va y avoir 20% appliqué. Donc on va prélever 6 et on va rendre 24. Ok. Donc si vous faites les 24 sur 2 ans, vous allez avoir du 12% par an. Bah, vous rentrez dans les clous de Matisse de ce qu'on a l'habitude de faire. Ok. Super intéressant, Arnaud. Je regarde juste si j'ai pas d'autres questions que j'ai zappées. J'ai été complètement décousu, mais c'était. Enfin, je pense j'ai posé la plupart des questions. Et après, je vais terminer par un petit crash test où je vais te poser des petites questions rapides. Aïe. Attention à toi. Non, mais je t'ai posé vraiment tout. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai tout posé sans regarder le téléphone. Je suis trop fort. Ah oui, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Enfin, voilà. Je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, vous êtes partenaire de cet épisode et du coup, il y aura, pour ceux qui veulent tester, bien sûr, regardez dans le lien en description, il y aura un petit cadeau. Je sais que j'en ai parlé avec Cyprien et donc voilà, il y aura un petit cadeau qui sera offert. Et d'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire plus. Je crois que vous offrez un bouquin, c'est ça il ne faut pas le dire, ça devient une super surprise. En fait, on s'appelle matisse.club et pas matisse.com, pas que parce que l'URL était déjà pris, mais parce qu'on aime connaître nos clients et on aime qu'ils nous connaissent et on adore qu'ils se rencontrent entre eux. On a des clients qui, si on fait par exemple si on positionne sur un artiste dont il y a une grosse exposition en ce moment, je sais pas moi, à Paris par exemple, mais ça peut être à Avignon, eh bien on ira inviter nos clients à cette occasion-là pour leur dire venez voir votre investissement. Parce qu'on parle de biens tangibles, on parle d'actifs. On sait très bien que nos clients ils viennent nous voir pour des questions financières et de diversification, mais on voit très bien qu'ils restent aussi pour d'autres choses. Et on adore organiser des dîners. Aussi, On adore. Une espèce de club. On adore rencontrer nos clients, on adore les inviter à dîner, tous ensemble, qui se rencontrent, qui fassent même du business entre eux. C'est super. C'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. Et on a d'ailleurs des clients qui nous ressemblent, ils nous sont extrêmement bienveillants, ils nous font rencontrer plein de gens, que ce soit d'autres clients, mais beaucoup de partenaires ou même dans le développement. Et d'ailleurs, je passe un message, on est en train de se développer en Italie, on va chercher à se développer dans d'autres pays, notamment en Allemagne, etc. On se développe en Suisse. Si vous avez des gens qui sont capables de nous donner un coup de pouce, on est preneurs et on est très aidés, très accompagnés pour nos clients. Et ça, je pense que c'est le côté club qui le fait et on leur rend bien l'appareil aussi. Donc voilà. Donc matisse.club. Matisse.club. Donc du coup, on n'en dit pas plus sur le cadeau. Je laisserai découvrir en passant par mon lien, c'est ça ? Tout à fait. Alors on va terminer par le petit crash test de fin de podcast. Alors j'ai mixé un peu. J'ai quand même adapté parce que c'est sur l'art. Voilà. Et je vais commencer par ceux qui ne sont pas sur l'art. Si tu veux choisir entre l'immobilier et la bourse. L'immobilier. Si tu devais garder un actif jusqu'à la fin de ta vie, lequel ce serait ? Je pense que je mourrais avec mes tableaux. Hein. Donc, elle resterait dans... Après, j'irai plus loin dans quel type de tableau. Mais moi, j'ai acheté des tableaux, mais comme plein de gens, on achète parfois des tableaux avant d'acheter une baraque. Moi, j'ai acheté des tableaux bien avant d'acheter des baraques. J'ai eu mon contrat d'assurance vie à peu près au même moment, enfin, un petit peu avant d'acheter mon premier tableau, mais dès que j'ai eu la possibilité de le vider pour acheter une œuvre, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je pense que je mourrais avec mes tableaux. Oui. Ok. Plutôt art contemporain ou art classique ? Ça, c'est très dur. Alors, je vais plutôt dire art contemporain ou art ancien. Moi, je suis plutôt qu'art classique parce qu'aujourd'hui, l'art contemporain peut être tout à fait classique. Un tableau de Warhol, c'est déjà un tableau classique. Art contemporain ou art ancien, moi, je suis un fou de peinture. Et je ne fais pas fondamentalement la distinction entre un tableau de Kelly... ou une œuvre de Sol Lewy, qui sont des artistes magistraux et des peintres extraordinaires du XXe siècle, ou un Pollock, et un tableau de Bronzino ou d'Holbein.
J'étais à New York, à la Frick Foundation, à la Frick Collection qui a ouvert il y a pas longtemps, qui a réouvert il y a pas longtemps à New York. Et il y a ce tableau de d'Holbein de Thomas More. C'est celui qui a écrit Utopia. C'est quand même des tableaux assez fantastiques. Et en train de me dire, tiens, j'achète un Pollock ou le tableau d'Holbein. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Bon, je vais pas te mentir, je connais pas beaucoup d'artistes que tu as cités. Mais bon, du coup, on va dire Joker, entre contemporain Ouais, et classique. un peu Joker. Un beau tableau, c'est un beau tableau. Et les artistes contemporains, et les artistes, j'allais dire anciens, étaient contemporains dans leur époque. Donc, il n'y a pas une dichotomie qui est forte en réalité. Je préfère une bonne peinture à une mauvaise peinture. Ok. Dernière question. Si tu pouvais accrocher une seule œuvre chez toi. Mais c'est laquelle ce terrible, serait c'est pire. Allez, Dans tes s'il en retranchements. faut une, et comme ça, elle est dans les musées, c'est les ambassadeurs d'Holbein. Voilà. Ok. On revient encore sur Holbein, mais ouais. Ah, voilà. Moi, ça permettra aux gens de découvrir un petit peu ça, parce que moi, c'est vrai que Mais c'est des tableaux qu'ils ont vus, ne serait-ce que dans leur bouquin d'histoire. Ouais, ok. Voilà. Quand tu en verras, quand tu regarderas, tu te diras, tiens, en fait, j'ai déjà vu le tableau. Ouais, j'irai voir. Bon, merci beaucoup Arnaud. En tout Merci cas, beaucoup de pour ton temps. invitation, merci infiniment. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. En tout cas, j'espère beaucoup que les auditeurs aussi ont appris plein de trucs dans l'art. Si vous voulez checker matisse.club, le lien en description, il y aura une petite surprise. Bon, je l'ai un peu teasé, mais voilà, il y aura une petite surprise intéressante pour ceux qui s'inscrivent et qui passent à l'action. Merci beaucoup Arnaud. Merci infiniment À de ton très bientôt. invitation. À bientôt.